Mafata Sano nous accompagne ce matin. Merci à vous à l'international. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci de votre fidélité. Merci à Mohamed Gabi qui réalise cette émission. Vous êtes à l'international. Sola Media dirige cette émission évidemment sur les réseaux sociaux. Bienvenue à la communauté TikTok. Mafata, évidemment, ça va le faire plaisir. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs moyens s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Le hashtag espace GG, ça s'annonce juste là. Sinon, le numéro évidemment reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur YouTube. D'ailleurs, on vous recommande de vous abonner, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les avocats constitués donc dans le procès des événements du 28 septembre 2009 suspendent leur participation aux audiences, le non-paiement de l'aide juridictionnelle donc de leurs clients et le mobile de ce débrayage, selon Maître Yomba Kourouma, qui a laissé entendre qu'aucun avocat ne retournera donc en salle d'audience. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, une sortie qui n'ébranle point le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, oui, Charles White, dit trouver regrettable le fait de bouder donc les audiences de ce lundi devant le tribunal criminel délocalisé donc de Dixine. Il trouve d'ailleurs aberrant d'exiger de l'État ce qui n'est pas de son devoir. Sur la question, nous aurons successivement, mesdames et messieurs, dans notre émission ce matin, Charles White. Charles White est ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et Maître Yomba, Yaya Dramé, avocat. Ils seront tous en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules, avec vous, avec Moussa Yoruba. Bonjour. Tu vois, c'est quoi ce regard? Non, en fait, la façon dont tu lis les sujets. La façon dont je lis les sujets. Oui. Eh bien, ok. Je dois faire autrement. Il y a des jours où il n'aime pas la paix. Et ces jours-là, généralement, c'est quand il est en rouge. Mais aujourd'hui, je préfère... il est en UFR, mais il est prêt à... Voilà, ça commence bien. Hein? Mohamed Mara, il a tout gâché là. Voilà. Maintenant, je suis plus du FDG. Ça, c'est tout ça. Eh bien, voilà. Bonjour, Mohamed Mara, bienvenue. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à toi, mon cher Roby. Comment ça va ce matin? Oui, bonjour. Très bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour, Lamine. Voilà. Bonjour à tous. Apparemment, je dois avoir d'autres accents maintenant pour lire le sujet. Voilà, dit Madame Hiro. Oui. Allez, on va sans plus tarder évidemment partir sur le terrain, d'où nous attendons donc Charles White qui va intervenir évidemment ce matin. Tu m'apprends, mon cher ami Roby. Moi, j'étais bouche bée tout à l'heure dans le bureau quand tu m'as dit. La personne qui a sauté hier, apparemment, elle a trouvé une formule magique. Hein? Ouais, mais c'est la directrice adjointe de la direction de la géologie, du laboratoire national de la géologie, national de la géologie, qui a oublié que les principes d'une administration, c'est que tout le matériel administratif ne doit servir qu'aux professionnels. Malheureusement pour elle, je ne sais pas si elle est en train de bâtir une maison ou pas, mais bon, elle a quand même eu le courage de charger à bloc le pick-up qui appartenait à l'administration, donc un pick-up VA qui appartient évidemment à l'État, qui lui a été cédé dans le cadre de ses fonctions. Et réseaux sociaux faisant, aujourd'hui, je pense qu'il y a un... Donc il y a eu des signalements en fait. Non, il n'y a pas de signalement, il y a juste qu'on a eu... Oui, il y a eu des signalements, mon cher. Je viens d'abord. Quelqu'un a pris le véhicule en photo et a... Avant le signalement, il y a quelqu'un qui a pris, qui a eu l'intelligence, disons-le, de prendre en photo le véhicule et la plaque était visible. Et finalement, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Patatras, les gens l'ont partagé et puis le président, c'est arrivé jusqu'au président et le décret est tombé. Ils sont friands des réseaux sociaux à la présidence. C'est normal. Mais c'est vrai. Je disais là, la force des réseaux sociaux. Mais que ça ne s'arrête pas que là. Bien. Je vais te donner, je vais te laisser continuer parce que nous avons Charles White en direct, mon cher ami. On va finir avec Charlie. Voilà. Bien. Allez, tu vas arrêter. Allez, en direct et en exclusivité chez nous ce matin, le ministre Charles White. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour l'ami. Bienvenue mon cher ami dans cette émission Les Grandes Gueules. Voilà, allez-y madame Hiro. Alors monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, nous parlons de cette notion d'aide juridictionnelle. Nous avons suivi le fait que les avocats à la barre, pendant le procès des événements du 28 septembre, ils ont décidé de bouder la salle justement parce qu'ils réclament ce qu'on appelle aide juridictionnelle. Et vous vous dites que ce n'est pas de leur ressort. Normalement, ce sont les victimes, selon votre intervention, qui devraient demander cet appel. Qu'en est-il réellement?
Bon, d'abord, je vous remercie. Je ne voulais pas sincèrement intervenir sur la question parce que je me dis qu'il est important quand vous parlez devant l'opinion, ce que vous dites en tant que professionnel, que soit teinté d'une logique qui répond non pas à des questions visant à pouvoir dire des choses telles qu'on le souhaite. Je voudrais, si vous me permettez, Lamine et Mme Yero, avant de répondre à votre question, j'ai suivi hier avec intérêt l'intervention de Maître Paul Yomba de la RFI. Je crois que M. Moutarba avait tenté de me joindre en vain parce que hier j'avais une journée d'activité très chargée du côté du département de la justice. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui. C'est pourquoi, dès que j'ai été contacté par Mme Yero pour discuter de cette question, je n'ai pas manqué l'occasion pour pouvoir m'exprimer sur vos antennes. Il faut d'abord préciser une seule chose, qu'il y a eu un premier courrier qui m'avait été adressé bien avant mon voyage en séjour médical à l'étranger. Ça a été adressé par un groupe surnommé l'Association des avocats spontanés du procès du 28 septembre. C'est l'appellation. L'Association des avocats spontanés du procès du 28 septembre. Et ce courrier qui m'a été adressé, le contenu de ce courrier, je peux peut-être vous épargner la lecture de tout ça, mais la quintessence de ce courrier était qu'il demandait à ce qu'il soit pris en charge parce que tout simplement, ils avaient eu des informations comme quoi il y avait une ligne budgétaire au niveau du département de la justice qui, selon eux, et les informations qu'ils avaient en leur possession, étaient destinées à la prise en charge des honoraires des avocats. Lorsque j'avais reçu le courrier, je les ai tous invités au département de la justice. C'est-à-dire que cette mission a été conduite par l'ancien bâtonnier, M. Sampi, et M. Yoba, je crois qu'il était de la partie à un moment donné, mais dès qu'on avait commencé, bien avant qu'on ne commence les choses, il s'est excusé pour aller à d'autres choses. Mais ce qui m'a été dit au cours de cette rencontre est la suivante. M. Sampil, M. Sampil plutôt, a été très clair. Il dit, Monsieur le ministre, on a reçu des informations comme quoi il y a une ligne budgétaire au niveau du département de la justice destinée aux avocats. C'est ce qui fait que, de parti de par là, nous avons estimé que vous pouvez prendre des mesures pour que nous puissions rentrer en possession de notre but. Je les ai dit, comment vous voudrez, le ministre de la Justice que je suis en tant que président du comité de pilotage, parce que vous savez, il y a plusieurs organes qui contribuent à l'organisation de ce procès. Vous avez le comité de pilotage, dont je suis le président. Notre mission fondamentale est de faire en sorte que le procès puisse démarrer et nous avons abouti à cette solution. Et notre mission aussi consiste à valider tout ce qui est documents comptables et autres, soumis à l'appréciation de tous les autres organes, parce que c'est des questions budgétaires qui nécessitent l'implication des autres départements sectoriels, c'est-à-dire les finances et le budget. Ça veut dire que ce n'est pas le département au sein du comité de pilotage qui prend la décision, c'est une décision collégiale. Donc, ce qui fait que, lorsqu'ils m'ont dit, j'ai dit, écoutez, comment on peut vous faire croire qu'il y a une ligne budgétaire au niveau du département de la justice visant à couvrir vos honoraires alors que le budget du procès du 28 septembre a été adopté par le comité de pilotage présidé par moi-même. Ceux qui vous ont dit que bien avant mon arrivée au département de la justice, qu'il y avait une ligne, comment une ligne peut exister alors que le budget n'a même pas été adopté? Ils ont dit donc, on a été trompé. Nous, ce qu'on nous disait, on pensait qu'il y avait l'argent. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il faut, monsieur le ministre? Je dis, maître, il faut qu'on soit très clair. Je ne confonds pas deux choses.
La première chose, je ne confonds pas un avocat constitué par une partie au procès. Entre cette partie au procès et l'avocat, il y a ce qu'on appelle la convention d'honoraires. Cette convention, les parties s'engagent à la prestation de défense et l'autre s'engage à payer des honoraires. Je ne confonds pas ça. Je ne confonds pas la situation d'un avocat commis d'office. C'est-à-dire qu'un accusé qui n'a pas le moyen de s'offrir le service d'un avocat, qui demande à ce qu'il soit assisté. Parce qu'en matière criminelle, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Ce n'est pas comme si nous étions en matière correctionnelle. Je dis maintenant, puisque vous avez des conventions avec vos clients, est-ce que moi, monsieur le ministre de la Justice, je peux aller dire, sur un budget qui a déjà été voté, dire, bon, cette convention entre avocats et accusés, les avocats sont venus me voir, écoutez, payez l'argent. Comment je peux ordonner de payer l'argent sans un acte réglementaire sur lequel il faut fonder cette décision, hein? Comment je peux ordonner le paiement de l'argent qui n'est pas de droit? Parce que la confusion qu'ils ont voulu entretenir, c'est la commission d'office et la constitution d'avocats sur la base d'une convention privée entre avocats et accusés. Donc, mais puisqu'ils m'ont dit que désormais, ils en font une doléance, et le motif qu'ils ont dit derrière cette doléance, que je comprends et que je partage effectivement avec eux, c'est qu'ils disent qu'ils ont concentré tous leurs efforts sur le procès du 28 septembre. Qu'ils ont un manque à gagner parce que, tout simplement, ils abandonnent d'autres procédures dans d'autres juridictions pour venir se consacrer uniquement sur le dossier du 28 septembre. Je dis, je vous comprends, maître. Si vous dites que vous avez un manque à gagner, quand nous traduisons votre doléance là, sur le terrain purement réglementaire et autres, vous savez que nous allons nous buter à une situation qui ne va pas du tout nous permettre d'aller vers une solution. Néanmoins, puisque le comité de pilotage doit se réunir, ce que moi je peux, faites-moi les propositions, vous me les déposez, je prendrai vos propositions, je vais les soumettre à la fois en conseil interministériel pour discuter, voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour vous aider à quand même combler le gap que vous êtes en train de poser et que vous ne puissiez pas être troublés dans votre rôle d'assistance des accusés. Ils sont allés, ils ont fait des propositions pour dire que chaque avocat doit avoir 25 millions, ils en ont fait la proposition, ils m'ont envoyé. Quand ils m'ont envoyé, moi j'ai clairement posé le problème. On a écrit au ministère du budget pour leur demander est-ce que, à l'étape actuelle, on peut trouver une subvention pour aider ces avocats-là, quand même bien ils sont payés par leurs clients. Est-ce qu'on peut trouver cette subvention? La réponse réglementaire est la suivante. Monsieur le ministre de la Justice, l'avocature est une profession libérale. L'État ne peut pas, une ligne budgétaire, dire qu'on va subventionner. Il n'y a aucun acte réglementaire budgétaire qui le dit. Donc, lorsqu'ils m'ont apporté cette réponse, j'ai eu à répondre le courrier qui m'a été adressé et les propositions qui m'ont été faites. Voici, vous comprenez très bien. Maître, vous avez formulé vos propositions, mais il se trouve que le budget ne peut pas pour l'instant s'engager au paiement de ça. Pour la simple raison que sur le plan budgétaire et sur le plan réglementaire, ce n'est pas possible. Mais ce que je vous propose est la suivante. Quand même bien l'État ne peut pas, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas un acte réglementaire pour ça, accepter que, pour une question de bonne foi, accepter que je puisse écrire aujourd'hui aux institutions pour leur demander est-ce qu'ils peuvent vous venir en aide. Le PNID a été saisi pour ça, le PNID est en train d'examiner pour apporter leur assistance par rapport à ça. Vous avez l'ambassade des États-Unis qui a été saisie également pour pouvoir en tout cas venir en aide vis-à-vis de ces avocats. Mais à ma grande surprise, nous étions sur ça. J'ai été surpris non seulement de voir Maître Yomba
sortir encore pour dire, écoutez, ce n'est plus question de subvention, ce n'est plus question d'assistance. Il dit dans son courrier, le courrier est là, le courrier date du 17 mai 2023. Et il dit, monsieur le garde des Sceaux, nous avons l'honneur de votre bienveillance, l'octroi d'une aide juridictionnelle pour le compte de nos clients et l'amélioration des conditions de travail des avocats. Nous pensons en effet que nos clients ont droit à cette aide compte tenu de leurs faibles ressources financières et de la situation de détention des accusés. À rappeler que depuis plusieurs mois maintenant, nos clients sont sans revenus et sont incapables de faire face à leurs obligations vis-à-vis des avocats. Ils continuent. Ils disent, au terme de l'article 12, alinéa 1 et 2 de la loi ordinaire L/2022/012 du CNT du 23 septembre 2022 portant aide juridictionnelle, ils ont rappelé la disposition pour dire que l'aide juridictionnelle est demandée avant, pendant et après l'instance à tout justiciable. L'avocat régulièrement constitué ou commis d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent en lieu et place de la personne qui l'assiste ou qu'il a assisté. La nature de ce procès impose la constitution des avocats qui, depuis le 28 septembre 2022, passent pleinement 3 jours de leur semaine de travail aux audiences du tribunal difficile de localité d'appel de Conakry. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ils disent l'attente des tâches et la complexité du dossier et le temps que prend le déroulement de ce procès nécessite le paiement des honoraires supplémentaires. Ils disent nécessite le paiement des honoraires supplémentaires, c'est eux qui parlent, dont nos clients ne sont plus à mesure de supporter. Cette situation impacte négativement nos revenus. Quand j'ai reçu ce courrier, j'ai appelé monsieur le bâtonnier, le conseil de l'ordre des avocats de Guinée, avec certains membres du conseil de l'ordre avec lesquels nous avons discuté de la pertinence juridique de cette demande. Mais ce qui est ressorti de notre rencontre, puisque la question de Mme Yero est autour de l'aide juridictionnelle, j'ai été clair pour dire au bâtonnier qu'il conviendra avec moi que l'aide juridictionnelle que les avocats demandent dans le courrier n'est pas appropriée en l'espèce pour exiger quoi que ce soit de l'État. Je vous explique c'est quoi l'aide juridictionnelle. Oui, mais monsieur le ministre, pourquoi? Parce que vous-même, vous avez bien fait de lire quand même l'article, les alinéas 1 et 2 de l'article 12 justement de la loi portant aide juridictionnelle, qui est quand même, il faut le rappeler, une loi très récente parce qu'elle date du mois de septembre dernier. Donc, si je ne m'abuse, vous étiez d'ailleurs en fonction. Ils ne font qu'activer aujourd'hui cette disposition donc de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Mais ce qu'on ne comprend pas, la loi dit avant, pendant et après le procès, ils peuvent demander l'aide. Ça, c'est un. Monsieur le ministre, souffrez s'il vous plaît de nous écouter. Juste une minute, juste, s'il vous plaît. Je veux juste relever quelque chose et vous allez continuer. Bon, allez-y. Il ne faut pas vous pourvoyer, s'il vous plaît. Il ne faut pas vous pourvoyer. Il ne faut pas vous pourvoyer. Et si vous écoutez, vous êtes en train de passer à côté. Je ne veux pas que vous êtes juriste. La loi dont vous évoquez, vous ne savez pas la disposition du régime juridique de cette loi. C'est ce que je vais vous expliquer. Ça vous est parlé là de ne pas vous trouver. Les avocats sont passés à côté. Maintenant, monsieur le ministre, c'est quoi la disposition juridique de cette loi? S'il vous plaît, maintenant, Mara, je veux que vous m'écoutez, vous suivez. Les avocats sont passés à côté. Vous qui êtes le seul juriste là-bas, sur qui les gens comptent sur votre opinion pour les éclairer, il faut éviter aussi d'aller à côté de la plaque. Permettez-moi de vous expliquer la division. Monsieur le ministre, ne vous emportez pas. Nous vous posons des questions, c'est dans le but, c'est même pas nous. Mais comprenez qu'il y a une population généralement profane sur ces questions de droit. Comprenez, monsieur le ministre, ce n'est pas à moi que vous adressez. Voilà pourquoi nous voulons de la pédagogie. Nous demandons, puisque vous-même vous avez lu la loi, il est dit que soit des avocats
régulièrement constitués ou des avocats commis d'office. Ça veut dire les deux cas. Dans les deux cas, il est possible de demander l'aide juridictionnelle. Monsieur le ministre, pourquoi dans ce cas précis? Je persiste, Soumara, vous ne maîtrisez pas la loi sur l'aide juridictionnelle. Et si vous patientez, je vous explique cette loi, vous pouvez avoir un avis contraire. La loi, c'est quelque chose, quand elle est claire, sans ambiguïté, elle ne doit pas faire l'objet d'interprétation. Elle est claire et nette. Il faut rappeler, encore une fois de plus, que cette aide juridictionnelle que les avocats demandent, elle n'est pas de droit en espèces. Si je suis formel là-dessus, je vous dis de quoi il s'agit. Vous savez, depuis la mise en place du Code de procédure pénale, depuis 1998, il y a ce qu'on appelle dans le Code de procédure pénale la constitution de partie civile. C'est-à-dire qu'un citoyen qui se lève, qui veut rester en justice, qui n'a pas les moyens, on demandait toujours à ces citoyens, attention, si tu n'as pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, tu es obligé de payer un frais qu'on appelle la conciliation. Ce qui fait que parfois, les citoyens qui avaient les droits à rester en justice, par le fait qu'ils n'avaient pas de ressources, parce qu'ils n'avaient pas de ressources financières nécessaires de s'offrir le service d'un avocat, se trouvaient bloqués. Ça, c'est depuis des années, depuis 1998. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, nous on s'est dit, monsieur le ministre, on ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le ministre, permettez-nous de vous poser quelques questions, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre. La question est une loi ordinaire. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, il est dit. Soit vous me laissez vous expliquer la chose. Oui, mais monsieur le ministre, on a quand même quelques questions entre les lignes de vos propos. Vous permettez, monsieur le ministre, s'il vous plaît? On a quelques questions. Vous permettez? Je dis, on a posé une question sur l'aide juridictionnelle. Oui, en fait, ce que nous voudrions vous expliquer aussi, monsieur le ministre, vous savez, en matière de radio, il n'est pas permis que l'invité parle plus de 5 minutes sans qu'on ne fasse des questions de relance. C'est professionnel en fait. Voilà. C'est juste pour relancer, pour vous relancer parce qu'il y a des questions que nous ne saisissons pas. Pour moi, quand vous m'avez appelé, c'est pour vous éclairer. Oui, mais c'est dans un échange, monsieur le ministre, quand même. C'est dans un échange. Vous ne pouvez pas, permettez, lorsque vous avez la réponse à votre question, mon intervention n'a plus son sens. On vous dit une chose qui n'a pas la réponse peut-être que vous donnez, c'est bon, laissons-le, Daouda. Laissons-le aller, après nous allons rebondir. Attendez. S'il te plaît, laissons-le après, on va rebondir derrière. Si c'est comme ça, avant que soit vous avez la réponse, moi je vous laisse commenter comme vous le voulez, ou vous m'écoutez, vous pouvez avoir l'avis contraire, tant mieux. Allez-y. Monsieur Mara, les avocats ont laissé l'article 1er. Ils ont laissé l'article 2. Ils ont laissé l'article 3. Ils sont partis au niveau de l'article 12. Ça, c'est une vertu diagonale de la loi. Les juridictionnels dont il est question, qu'est-ce qu'il a été dit? L'article 1er dit ceci, que l'aide juridictionnelle est une assistance financière accordée dans les conditions prévues par la présente loi, c'est-à-dire la loi sur l'aide juridictionnelle, et dans les limites des prévisions budgétaires allouées à cet effet, à une personne, on n'a pas dit ici à un avocat, à une personne démunie et destinée à la prise en charge des frais et honoraires à l'occasion d'un procès. Destinée à une personne démunie, l'aide juridictionnelle est une aide financière accordée dans les conditions prévues par la présente loi. Ça veut dire quoi? Les avocats qui assistent Toumba, qui assistent aujourd'hui des accusés, la question qu'on se pose, l'aide juridictionnelle dont il s'agit, n'est même pas encore opérationnelle, M. Mara, pour votre information. Elle n'est même pas encore opérationnelle. Parce qu'il est dit que celui qui veut bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est très clair. Ce n'est pas les avocats de dire payer nos honoraires qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Pour que quelqu'un puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle, il doit adresser une demande en bon et due forme au président du tribunal.
Le président du tribunal doit adresser cette même lettre au bureau d'aide juridictionnelle. Les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont même pas encore mis en place. Les conditions de fonctionnement de l'aide juridictionnelle sont fixées par décret du président, selon l'article 10. Ce point de décret n'est pas encore pris. Le l'aide juridictionnelle doit avoir des fonds alloués c'est-à-dire sous la base du budget national. Il n'y a même pas encore de fonds pour l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle n'a même pas encore son siège. Une loi qui vient d'être promulguée, vous-même vous dites que c'est une loi naissante, elle vient d'être promulguée, elle n'est même pas encore opérationnelle, on bondit sur cette loi pour en faire un droit. Mais la loi dit que ce n'est pas l'avocat, c'est la personne elle-même qui est démunie et que cette personne doit remplir des conditions sans lesquelles cette aide juridictionnelle-là ne peut pas lui être accordée. Parce que la procédure en la matière, c'est que l'aide juridictionnelle est demandée avant, pendant et après l'instance, comme ils l'ont dit. Mais par qui? Par un citoyen dont le revenu ne lui permet pas de s'offrir des services d'un avocat. Mais en espèce, ce qu'il parle, Toumba n'a jamais saisi le ministre de la Justice ou la Justice pour dire que je ne peux plus payer Maître Paul Yomba. Les autres accusés n'ont jamais écrit parce que s'ils doivent écrire, ce n'est pas au ministre, c'est au président du tribunal. Et au président du tribunal de donner cette requête au bureau d'aide juridictionnelle parce que chaque cour et tribunal, il faut avoir un bureau d'aide juridictionnelle au niveau de chaque juridiction. C'est-à-dire le citoyen qui vient, qui n'a pas de moyens, va s'adresser à ce bureau, qui va regarder est-ce que tu remplis les conditions. Montre-nous la justification de tes ressources. D'accord. Monsieur le ministre. Mais si tout ça, ce n'est pas mis en place. Oui, monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Même pas opérationnel pour dire qu'il faut qu'on nous paye. D'accord. Nous comprenons cette difficulté. Mais parce que je crois avoir compris que vous êtes quand même réceptif à la demande des avocats et que vous comprenez les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il y a 3 questions quand même que votre intervention m'inspire. Est-ce que les avocats n'ont-ils pas raison de vous faire remarquer que sur 5 jours ouvrables, ils consacrent 3 jours pleinement au moins à ce procès, ce qui quand même crée un manque à gagner énorme pour eux. Ça, c'est un. Et quand on pousse la réflexion plus loin, on se rend compte que certains des accusés sont quand même en prison depuis de longues années. Est-ce que vous avez la preuve que ces accusés-là disposent de suffisamment de ressources financières pour supporter le coût de ce procès? Certes, au début, c'était facile, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte aujourd'hui que le procès devient de plus en plus lourd. Donc, c'est juste des observations. Mais ma première question à ce niveau, pourquoi les magistrats et les greffiers qui relèvent de vous, eux perçoivent des primes exceptionnelles? Et pourquoi pas ces avocats? Parce que, alors qu'en réalité, ces gens-là aussi sont payés pour le boulot qu'ils font. Mais pourquoi, dans le cadre de ce procès, les magistrats et greffiers touchent des primes exceptionnelles et pas les avocats? Surtout qu'on sait que tous les grands procès, en tout cas des 30 dernières années que moi j'ai eu la chance de voir, en pareil cas, l'État a toujours dégagé des fonds pour venir en soutien au cabinet d'avocats. J'en prends pour preuve les procès du 2 et 3 février, on s'en souvient. Même le procès du professeur Alpha Condé, je me rappelle, les avocats, plusieurs d'entre eux sont encore vivants, peuvent le témoigner. Alors, pourquoi les magistrats et greffiers, eux, peuvent avoir cette aide-là exceptionnellement et pas les avocats quand même qui portent de grands fardeaux? Je peux vous répondre et la réponse, elle est claire et nette. Sur la base de quoi les avocats, les magistrats et les greffiers bénéficient des primes? Sur la base de quoi? Est-ce que vous avez cherché à connaître à partir de quel acte réglementaire? Je vous pose la question, monsieur le ministre. Non. Quand vous poussez un débat, vous poussez les réflexions, il faut voir tous les paramètres. Il y a un comité de pilotage que ce n'est pas le ministre qui décide qui doit bénéficier du prime ou non. Quand vous dites vos magistrats, vous dites vos greffiers, ce n'est pas une appartenance du garde des Sceaux. Ce sont des magistrats qui donnent la justice au nom du peuple de Guinée. N'en faites pas une appartenance du garde des Sceaux.
Je le dis simplement parce que ils relèvent de l'État. Ils assurent quand même des fonctions publiques, même s'ils ne sont pas des fonctionnaires, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire, monsieur le ministre. Voilà, vous avez rappelé que les avocats, eux, pratiquent une profession libérale. Vous permettez, s'il vous plaît, est-ce que ce que vous dites, que si, dans vos observations, que ces avocats, 3 jours pleinement pour venir défendre les clients, l'avocat exerce quel genre de profession? Elle est libérale. Si au début, les avocats disent, monsieur le ministre de la Justice, nous, nos clients qui nous ont constitués, disent qu'ils ne peuvent pas nous soutenir, je leur demanderai alors que de saisir le tribunal, puisqu'ils connaissent le principe. Quand le client n'est pas en capacité de supporter, quelle est la procédure? Ce n'est pas sur les médias. La procédure voudrait que vous saisissiez le président du tribunal, qui n'a rien à voir avec le département de la justice. La procédure voudrait que vous motivez une demande de commission d'office. Mais on confond commission d'office et aide juridictionnelle. Les deux choses n'ont même pas les mêmes régimes juridiques. Mais comme la commission d'office ne marche pas, parce que tout simplement ils ont été constitués par leurs clients, ça ne marche pas, il faut basculer dans une autre notion aide juridictionnelle. Ce n'est pas ce jeu de ping-pong. Du point de vue juridique, il pas régler le problème. Pourquoi j'ai saisi le PNUD? Parce que je suis conscient que ce qu'ils disent, ils passent tout leur temps là-bas. Moi-même, je me dis à titre exceptionnel. Attendez, monsieur le ministre. Question. Mais là, finalement, monsieur le ministre, finalement, c'est quoi votre propos? Oui ou non, ils ont droit à cette aide juridictionnelle? Si oui, alors pourquoi ça ne vient pas? Est-ce que c'est simplement une question de trésorerie? Et si non, pourquoi vous demandez l'aide du PNUD et des partenaires? Ils n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle. Alors pourquoi demander maintenant l'aide des partenaires pour leur donner de l'argent auquel ils n'ont pas droit? Parce que ce serait quand même indûment perçu. Non, vous confondez. Puisqu'ils n'ont pas droit à l'aide juridictionnelle, ils ont posé une doléance quand même. Ils sont acteurs de ce procès. Je n'ai pas dit aux partenaires de leur donner l'aide juridictionnelle dont ils n'ont pas droit. Ne confondez pas. J'ai dit le manque à gagner est là. Je vous comprends. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse vous assister? Je suis en train de trouver quel moyen pour les assister, pas les juridictionnels. Encore une fois de plus, les juridictionnels, ce n'est pas de leur droit. C'est le droit des personnes démunies et qui doivent justifier leurs ressources. Monsieur le ministre, en cas d'espèce, donc, qu'est-ce que... Monsieur le ministre, vous m'entendez? En cas d'espèce, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour le retour des avocats à l'audience? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, l'État, les trésoreries de l'État ne lui permettent-ils pas de pouvoir faire face à cette aide juridictionnelle? C'est une bonne question, M. Roby. La question, elle a tout son sens. Je dis, je le répète encore une fois depuis, comme je dis à M. le bâtonnier, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que ces avocats-là soient assistés. Mais que cette assistance-là soit traduite en doléance, pas en exigence. Je suis formel là-dessus, je ne bougerai pas sur ce point-là. Vous dites que si l'État a l'argent pour ça, ce procès a commencé, on a ouvert 2 comptes. Compte pour l'indemnisation des victimes et compte pour l'organisation du procès. Ce qui était prévu par rapport au procès, c'est qu'il y ait, qu'on prévoit dans le budget un montant pour le procès. Mais pour l'instant, le budget, parce que tout le monde sait dans quelles circonstances on a démarré ce procès. Pour l'instant, à aucun moment, ça n'a été prévu dans le budget national qu'il faut tel montant pour le procès. D'accord. Au moins, c'est clairement dit. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez, monsieur le ministre, pour que les avocats reviennent à l'audience? Moi, vous savez, il y a des questions que je gère au niveau administratif. Si les avocats, moi je dis à M. Diomba, si les avocats, ils disent que leurs clients n'ont pas de ressources, leurs clients n'ont qu'à écrire au président du tribunal. Je ne peux même pas les apprendre quelle est la procédure. Écrire au président du tribunal pour dire que nous sommes incapables de payer nos trucs. Faites-nous valoir la possibilité de commission d'office. Commission d'office, ça c'est autre chose.
avec toutes les conséquences financières et juridiques. Dans lequel cas, s'il y a commission d'office, c'est l'État qui supportera obligatoirement les frais. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est différent de l'aide juridictionnelle. Oui, nous comprenons très bien. Mais est-ce que vous pensez que si les avocats poussent aujourd'hui le bouchon loin, la solution, oui, justement, non, il l'a dégagé, le ministre en réalité l'a dégagé. Mais s'ils vont vers cette option aujourd'hui et que ces accusés-là, aujourd'hui, se déclarent démunis et demandent notamment, et que l'État leur fournisse des avocats, est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez prendre la question? Vous pouvez prendre la question que je veux poser? Monsieur Dadis n'a jamais dit qu'il est dans l'incapacité de payer M. Yomba. Je suis formel là-dessus. Aucun accusé n'a dit au département... Nous sommes d'accord, mais c'est une hypothèse que vous avez soulevée. Et je veux qu'on pousse juste la réflexion un peu loin là-dessus. Je pense que ce que vous dites là-dessus est possible. Mais est-ce que si on allait vers cette option, est-ce que, compte tenu de tous les engagements qu'on a pris, vis-à-vis notamment de la CPI, de la communauté internationale et tout, est-ce que ça ne me paraîtrait pas quand même assez touffu tout ça? Est-ce que ce ne serait pas un manque de sérieux aujourd'hui que les avocats se retirent d'un bloc et que l'État décide de leur commettre des avocats d'office? Est-ce que ce serait très bien vu? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait bien pour l'image de notre justice? Non, mais qu'est-ce que vous appelez pour l'image de notre pays? Les questions de justice sont des questions de souveraineté. Le protocole que j'ai signé avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, ça ne fait l'objet d'aucune insuffisance probable de nature à carrer l'image de la Guinée. C'est qu'il faut la bonne foi des acteurs qui contribuent à ce procès. J'appelle la bonne foi. C'est-à-dire, qui a intérêt qu'il y ait des bruits inutiles autour de ça? Vous revendiquez quelque chose qui n'est pas le droit. Vous transformez des doléances à des exigences. Mais c'est à vous de faire la part des choses pour éviter des commentaires inutiles. Moi, aujourd'hui, tous les acteurs du comité de pilotage, vous demandez aujourd'hui, les gens sont très clairs. Monsieur le ministre, ces avocats-là, on ne peut pas exiger de l'État ce qui n'est pas le droit. Je suis formel là-dessus. Quand vous dites que l'image de la Guinée, mais la commission d'office, c'est la procédure. Si vous refusez de soutenir des avocats, et des avocats refusent de soutenir un client, l'avocat est libre de se déporter dans le dossier. Bien. Monsieur le ministre, pour terminer... Il faut aller au procès. Oui. Si tu ne parles pas, qui doit faire le tribunal? La procédure voudrait quoi? Le tribunal qui va constater ça, il a dans la décision de commettre d'office d'avocat. C'est la procédure. Même en France... Oui, peut-être qu'on ne va pas en arriver là, si vous permettez, monsieur le ministre. Non, s'il vous plaît, quand un avocat dit je ne fais pas, on ne peut pas l'obliger. Même le baron ne peut pas dire à un avocat. Oui, mais là, vous avez dit que vous êtes réceptif, vous êtes réceptif aux négociations parce que nous avions nos reporters là-bas qui nous ont dit que le procès a été reporté à huitaine. Est-ce que c'est possible que d'ici là, on puisse trouver un terrain d'entente pour que ces avocats puissent revenir justement à l'audience? Moi, je n'ai jamais fermé la porte de mon département. Mais faudrait-il qu'on soit quand même sérieux quand on parle des questions de droit? Aujourd'hui, personne ne peut dire que l'État me doit quelque chose. Tant qu'on n'est pas d'accord sur ça, ça ne peut pas marcher. Soit ce que nous disons, nous n'avons pas raison. Ou c'est un débat qui veut déplacer sur un terrain juste parce qu'ils veulent déplacer. Moi, je ne peux pas. C'est l'argent de l'État, dans tous les cas. Demain ou après-demain, on dira oui, Charles qui parle de ceci, cela, voici, il est avéré dans sa gestion qu'il a fait, je ne le ferai pas. Ce n'est même pas moi qui gère l'argent du procès. Maintenant, puisque le bâtonnier est là, j'ai déjà eu une première discussion avec le bâtonnier. Il a compris le principe. Il a compris le principe. Ils ont dit qu'il faut saigner des fauteuils. Quand ils m'ont dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? Le vendredi dernier, j'ai demandé qu'on change tous leurs fauteuils là-bas. Si la place qu'ils occupent, qu'ils disent on veut telle chose, mais j'ai demandé envoyer les fauteuils qu'ils veulent là-bas. S'ils disent qu'ils ne peuvent pas brancher leur ordinateur, envoyer les prises là-bas. Pour ne pas qu'ils soient dérangés dans leur activité en lien avec le procès. Mais écoutez, quelle est la plus bonne foi plus que ça? Mais si, au-delà de ça, on veut exiger de quelque chose qui n'est pas de droit, nous sommes tous des juristes. Ne surcroît avocat magistrat. Moi, je ne peux pas cautionner qu'on puisse aller dans la surenchère publique pour dire que non, il y a ceci, je ne l'accepterai pas. Pas à tout prix.
Ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'ils font ça que moi je ne vais pas me battre pour les trouver, de quoi les assister. Non. Moi j'ai un devoir à ce que tous les acteurs de ce procès puissent être à mesure d'aller sans bruit et que le procès se passe en toute sérénité. Mais celui qui veut faire maintenant du bruit, celui qui dort, je peux le réveiller. Mais celui qui fait semblant de dormir, je ne perdrai pas mon temps pour ça. Bien. Le ministre Charles White en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Dernière question, Daouda Mohamed Kamara. Oui, la dernière question, peut-être qu'on va parler de la CRIEF désormais, parce qu'on est en train de tourner autour de cette même question. Mais la CRIEF, le travail que vous avez eu hier avec je vais dire les greffiers, les magistrats, vous avez une proposition pour la CRIEF désormais qui pourrait être à 2 niveaux. Oui, M. Daouda, je savais que la question de la CRIEF et d'autres questions viendront. Madame Yer, notre protocole d'accord. Mon intervention je vois que Lamine a l'appétit. Attendez, Lamine, attendez. Lamine a l'appétit de comprendre l'actualité judiciaire. C'est ce que je demande à tous les journalistes. Vous entendez quelque chose, vous venez à la source, vous avez la bonne information, vous pouvez faire des commentaires comme vous voulez. Mais vous commentez, vous cherchez de me joindre, je ne parlerai pas. Parce que je me dis quelque part, vous invitez quelqu'un sur un plateau, donc vous êtes déjà servi. Lamine, oui. Votre question. Les gens, la CRIEF en tant que coup de répression, son organisation pose des problèmes et des difficultés. Monsieur Mara, le juriste, va bondir tout de suite pour dire j'avais dit ça. Mais il faut recadrer les choses dans leur contexte pour mieux comprendre. Il y a eu 2 ordonnances qui ont été prises par rapport à la CRIEF. Attribution, organisation et fonctionnement. Aujourd'hui, la CRIEF est appelée Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais il se trouve que quand vous regardez la sémantique pour la Cour est différente du tribunal. Nous disons qu'un procureur spécial qui intervient au niveau du 1er degré et qui intervient au niveau du 2e degré, nous disons qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Donc, la CRIEF va être scindée en 2 selon les règles de fonctionnement de l'organisation judiciaire. Il y aura le tribunal des infractions, le tribunal, la CRIEF, c'est-à-dire le TRIEF plutôt parce que c'est le tribunal. Il y aura le tribunal des infractions économiques et financières en lien avec le portant sur la chose publique et en lien avec la chose publique. C'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen qui a un conflit avec un autre citoyen, quand le montant est à 10 milliards, au lieu d'aller devant les tribunaux de droit commun, il vient saisir directement la CRIEF. Désormais, on s'est dit, l'action de la CRIEF doit être portée sur la chose publique ou en lien avec la chose publique. Si ça n'a pas un lien avec la chose publique, que la CRIEF ne puisse pas connaître de cette affaire. Je vous donne un exemple. M. Mara construit une maison. M. Mara n'a rien à voir avec l'État. On ne peut pas dire, on va envoyer M. Mara parce qu'il a construit, on dit enrichissement illicite. Il n'a rien à voir avec l'État. Vous savez bien choisir votre exemple, M. le ministre. Il faut faire la part des choses. On est d'accord? Donc, il faut que la compétence de la CRIEF soit circonscrite à la chose publique ou en lien avec la chose publique. Que toute personne ne vienne pas se retrouver au niveau de la CRIEF. Et que ça soit géré par un procureur spécial qui va rester uniquement au niveau du 1er degré. Il va rester là-bas avec ses substituts. Une fois que l'appel est interjecté, on va quitter du tribunal pour aller devant une cour. Ça veut dire qu'il y aura un procureur général financier qui va gérer la cour en tant que juridiction. Donc, 1er degré, le procureur spécial se limitera à ça. 2e degré, qui est une cour, il y aura un procureur général financier qui va s'occuper de ça. Ça va aller dans la fluidité des dossiers. Parce qu'on reproche souvent au procureur spécial de relever appel à tout bout de champ. On dit c'est lui qui est au 1er degré. Quand il n'est pas d'accord, on tombe dans le 2e degré. Les gens ne comprennent pas.
Les gens ne comprennent pas non plus que dans une cour, vous avez la cour est saisie par la procédure de flagrant délit. Alors que la procédure de flagrant délit, c'est un tribunal qu'on peut saisir suivant cette procédure. Donc, en réalité, il faut revoir cette organisation. Le projet est déjà prêt. Nous le présenterons en conseil interministériel pour porter à la connaissance de mon gouvernement, en conseil des ministres pour porter à la connaissance, à la haute attention de monsieur le président de la coalition. Et le tout couronné, le débat va se poursuivre au niveau du CNT. Et lorsque tout sortira peaufiné, c'est que nous irons vers cette nouvelle loi qui va organiser la CRIEF pour éviter que les citoyens, chaque fois à tout bout de champ, celui qui a un montant supérieur puisse aller saisir la CRIEF comme si c'était la seule gestion qui s'occupe. D'accord, voilà quand même qui est très clair, monsieur le ministre. Mais vous avez fait tout à l'heure une petite digression vers un sujet qui nous a alerté dans ce studio. Vous avez dit par exemple que devant la CRIEF, on ne pourrait pas aller en procès de flagrant délit. Je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que cela nous ramène automatiquement au cas Kassori, puisqu'on se souvient justement que le procureur spécial, dans un premier temps, avait déclenché de tels mécanismes contre certains des accusés. Et après d'ailleurs, les avocats s'étaient plaints qu'on était en face d'une sorte de reconversion de la procédure. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce cas précis de flagrant délit tel que l'avait engagé M. Touré à l'époque ne semble pas du tout appuyé par la loi? Non, attention, M. Mara. C'est bien que vous m'ayez demandé pour ne pas penser à ma place. Je vais vous répondre. Je ne vous dis pas ça comme ça. C'est qu'il y a une disposition dans l'ordonnance portant attribution et fonctionnement de la CRIEF qui a donné cette prérogative au procureur spécial. Parce qu'il a dit que la Cour de répression des infractions économiques et financières doit fonctionner sous la base du Code de procédure pénale. Vous avez vu, c'est cette loi qui lui a donné ça. Nous estimons que cette loi qui lui donne cette prérogative peut porter à confusion. Nous, il faut trouver une loi qui va clarifier tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Ali Touré aujourd'hui saisit la Cour par flagrant délit, la Cour va statuer, c'est du droit. Parce qu'il y a une disposition qui prévoit. Mais nous disons que cette disposition qui prévoit sur la base de cette ordonnance, elle doit être revue. Parce que dans tous les pays du monde, quand il y a une cour, on sait comment on saisit une cour. Je ne sais pas si vous comprenez. Si c'est la loi qui dit que, parce que n'oublions pas que la CRIEF est une juridiction d'exception. Quiconque fait la juridiction d'exception, elle déroge aux principes généraux qui organisent la juridiction de droit commun. Mais cette dérogation, nous estimons, elle doit être revue pour que la machine puisse obéir aux principes généraux d'organisation judiciaire à travers le monde entier. C'est-à-dire que cette exception, elle est fondée en droit parce qu'elle est prévue. C'est pourquoi une fois, quelqu'un m'a dit que, sur le garde des Sceaux, pourquoi vous n'avez pas sanctionné Ali Touré? Parce que les avocats vous ont saisi pour dire que Ali Touré souffre d'insuffisance professionnelle. Je dis très malheureusement. Quand on parle d'insuffisance professionnelle, c'est parce que le magistrat, quand même, n'a pas su apprécier les faits de sa saisine sur la base du droit et des faits. Mais Ali Touré, oui. Le flagrant délit, c'est son pouvoir à lui. La loi est très claire. Il entend sous procès verbal. Le même jour, il est censé envoyer des Kassori devant le tribunal. Si le tribunal a l'impossibilité de se réunir, on dit à Ali Touré, dans ces conditions-là, vous devrez saisir un juge d'instruction pour l'instruction préparatoire. Sauf que, en l'espèce, il y a une question d'école. Quand le juge d'instruction a été saisi, les gens ont dit non, le mandat de M. Ali Touré est caduc. Dès lors que le juge d'instruction a été saisi. La question de droit en la matière de régime juridique, quand un tribunal a été dans l'impossibilité de se réunir pour juger, et que le procureur, qu'il soit spécial, ou le procureur de droit commun de l'autre côté, est-ce que quand il saisit la chambre d'instruction, ça c'est le cas de la CRIEF, ou le juge d'instruction, ça c'est au niveau des tribunaux de droit commun, est-ce que le mandat qui détient Est-ce que monsieur le ministre aujourd'hui la cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF et Ali Touré ne constitue pas aujourd'hui un gros caillou dans vos bottes? Ah non, pas du tout. Pourquoi un gros caillou? Pourquoi? C'est un magistrat qui fait bien son travail. Ali Touré fait bien et correctement son travail.
Tant qu'il continue à faire correctement son travail, il n'a pas de difficulté avec moi. Ça, c'est une règle qui est générale. Moi, j'ai dit, montrez-moi sa faute professionnelle, dégagez. Mais vous ne pouvez pas aller dans les médias en faire des procès dans les médias où chacun sort dire ce qu'il veut. Nous sommes des professionnels, il faut dépassionner. Enlever l'émotion dans le professionnel, c'est important. Non? Mais pour le moment, Ali Touré fait bien son travail. Bien. Et je crois très bien. Et jusque-là, c'est ce qui fait qu'il a du mal à se faire entendre et se faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, les médias sont devenus aujourd'hui un outil où on fait tribune sous la justice. Bien. Les gens pensent que c'est quand vous dites que c'est mal fait, Nous disons que parfois, nous devrons vous aider, vous les professionnels de droit, de distinguer entre une position alarmiste par défaut de moins de défense d'un client qui consiste à faire du tintamarre et qui pense que ça peut passer. Bien. Moi, j'ai dit que c'est des questions qui sont vraiment de nature à ne pas ébranler Ali Touré. Je produis des conseils à tous les magistrats d'ailleurs. Si c'est les bruits de la cité qui doivent faire quelqu'un, chacun doit prendre l'exemple sur moi. Il faut vous mettre au-dessus de ça. Ça ne doit pas vous ébranler. Bien. De la cité, non, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible, ça. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Madame Yero aussi. Hein. Madame Yero, la grande médiatrice. Ouais. Pour mon retour sur Radio Espace. Madame Yero, vous avez violé le pacte. Vous êtes allé au-delà d'autres questions. La prochaine fois, l'invitation, je vais décrire. Le pacte entre vous, c'était quoi, monsieur le ministre, puisque vous le dites. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous, mesdames et messieurs. On va revenir évidemment dans la deuxième partie de l'émission sur Radio Espace, aussi sur Espace TV. Tous les matins, ça se passe ainsi. Les grandes gueules, chez vous. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Suite FM Guinée. Tous les soirs à 18h, retrouvez l'intégralité de l'émission sur Suite. Vous nous écoutez à Gekedou sur Makona FM. Merci à ceux qui nous rejoignent également sur les réseaux sociaux grâce à Sola Media. Vous tous à l'international, continuez à réagir, mesdames et messieurs, sur TikTok, entre autres, mais aussi sur Twitter, le hashtag EspaceGG, avec plaisir. Nous allons prendre en compte, mesdames et messieurs, vos messages. À la une, évidemment, les avocats constitués dans le procès des événements du 28 septembre 2009 suspendent leur participation aux audiences, le non-paiement de l'aide juridictionnelle de leurs clients est le mobile de ce débrayage, selon maître Yomba Kourouma, qui a laissé entendre qu'aucun avocat ne retournera en salle d'audience si toutes les conditions ne sont pas réunies. Une sortie qui n'ébranle point le ministre de la Justice. Vous l'avez écouté dans la première partie de cette émission, Alphonse Charles White, il dit trouver regrettable le fait de bouder donc les audiences de ce lundi devant le tribunal criminel délocalisé donc de Dixine. Il trouve d'ailleurs aberrant d'exiger de l'État ce qui n'est pas son devoir. C'est sur la question, évidemment, vous l'avez écouté, c'était le ministre Charles White qui nous avons eu en première partie de l'émission. Entre autres, successivement, nous allons joindre éventuellement, mesdames et messieurs, quelques avocats. Maître Alfaya Dramé qui va intervenir chez nous ce matin. Et puis, si tout va bien, Maître Yomba qui va prendre également la parole. Vous le savez très bien, il n'a pas la langue dans la poche. On va continuer le débat avec vous. Mais d'abord, quelques réactions des auditeurs. Peut-être donner la parole à Mohamed Mara pour nous éclairer un petit peu. On a cet auditeur qui nous écrit, évidemment. Voilà. Bonjour, les grandes gueules. Vous êtes... ok, merci beaucoup. Hein. C'est mon papa qui m'appelle, qui nous écrit du côté de Farana. Hein, Ibrahim Oulari, voilà, qui nous écrit du côté de Farana. Et puis voilà. Donc, on part à Bokeh avec Pété qui nous écrit. Bonjour, Amara. L'exemple parfait du ministre Lamine Charles White est fonctionnel et émotionnel sur la situation des avocats. Certes, il s'accroche à la loi, mais je crois qu'à pareille circonstance, il faut qu'il accepte de faire face aux problèmes qui dérangent la tenue normale donc du procès, dit ce matin Pété d'Espace Kakandé. Voilà, on va continuer le débat, mon cher Roby. Oui, en quelques phrases. Après, je vais laisser bien évidemment le spécialiste nous éclairer, en l'occurrence son éminence Mohamed Mara. Son éminence. Attention, je sais pourquoi je le dis. Bien. GG tout. C'est qui Robert Sarah?
Bon, bref, revenons. Donc, on sait qui est l'éminence ici. Revenons dans la salle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, monsieur le ministre. Attention, j'ai mangé du lion ce matin. Bien. Alors, on va se calmer, Mohamed, s'il te plaît. Voilà, allez. Monsieur le ministre. Faut pas rendre la situation compliquée à Madame Hiro. Voilà, la médiatrice. Oui, justement, voilà. La médiatrice. Monsieur le ministre, on a deux médiatrices maintenant dans les Monsieur le ministre, dans ses déclarations, on remarque quand même qu'il y a des points de contradiction dans ce qu'il dit. Ouais. Quand il dit que c'est un droit non exigible à l'État, on peut être d'accord, sauf que c'est inscrit dans la loi. Dès lors que c'est inscrit dans la loi, ça devient exigible. Mais je ne peux pas comprendre dans un deuxième temps aussi qu'ils me disent que ces avocats n'ont pas droit à ce qu'il appelle aide juridictionnelle, mais en même temps, il va quand même se déployer auprès des organismes internationaux pour lever des fonds en vue d'aider juridictionnellement. Mais c'est la question que vous me posez. Oui, justement, en vue d'aider juridictionnellement ces mêmes avocats. Je peux comprendre qu'ils nous disent oui, mais ça n'a pas été inscrit dans le budget. C'est plus compréhensible que ça n'a pas été inscrit dans le budget. Et donc, même que ce serait une faute. Oui, ce serait une faute vu que le budget partout à l'argent, c'est assez compliqué. C'est une faute que de ne pas prévoir. Vu que le budget a été déjà adopté, on va trouver les voies et moyens pour pouvoir résorber ce problème parce que quand même, les avocats se retirant de ce procès, ça crée d'autres problèmes. Parce que même s'ils commettent d'office d'autres avocats, ça veut dire que la procédure revient à zéro. C'est comme mettre une pendule à zéro. Les autres avocats... À zéro, mais la procédure va retarder complètement. Non seulement que ça commence, mais ça en matière criminelle. On a notre deuxième invité en direct, mon cher Obi. Si tu permets, on va revenir dans un instant. On va aller dans le transcendantal. Non, c'est bien sûr Maître Yaya. Maître Yaya Dramé. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Allez-y, mon cher Daouda. Maître Yaya, bonjour. Bonjour. La question divise, c'est bien autour de l'aide juridictionnelle. Vous avez écouté certainement le ministre de la Justice. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de cette position prise par les avocats, mais aussi l'intransigeance même du ministre Charles Wright? D'accord. Écoutez, je vais vous répondre dans deux temps. D'abord, je vous salue, je salue tous vos auditeurs. Je vous remercie de m'avoir appelé pour vous donner ma petite contribution là-dessus. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est même une honte, en fait, que ce débat ait lieu, que des avocats, moi, j'ai pas la chance ou la malchance, en fait, de ne pas être à la procédure, donc ça y est, je suis neutre. Je ne suis ni l'avocat de la partie civile, ni l'avocat des accusés. Et je ne travaille pas davantage sur le ministère de la Justice, donc je peux avoir la liberté de m'exprimer. L'aide juridictionnelle est de droit. C'est-à-dire que même si le législateur guinéen n'avait pas adopté une loi sur l'aide juridictionnelle, c'est une obligation de l'État de financer les procédures pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Pourquoi? Parce qu'il en va du droit, des différents droits de la défense. Vous ne pouvez pas vous défendre s'il n'y a que ceux qui ont les moyens qui payent. Donc, dans le cas d'espèce, pour une procédure aussi importante, en fait, que celle-là, où des avocats ont carrément fermé leur bureau, en fait, pour pouvoir s'occuper d'un dossier aussi complexe, parce que le travail de l'avocat ne se trouve pas essentiellement à l'audience, à Rome, en train de plaider. Il passe, on va dire, à peu près 60% de son temps en dehors du tribunal pour préparer les 40% de son temps qu'il fait. Il effectue, qui travaille, en fait, donc, à l'intérieur du tribunal. Pour moi, que monsieur le ministre de la Justice garde les sceaux débattre sur une question d'aide juridictionnelle, ce n'est vraiment ni confortable pour lui, ni confortable pour notre pays. Ça, c'est le premier élément. L'aide juridictionnelle est de droit. Et les avocats qui ont abandonné leur cabinet depuis plus de 8 mois maintenant, en fait. Donc, ils passent 3 jours, je crois, de la semaine maintenant, parce que ça a dû changer entre-temps, 3 jours ou 4 jours de la semaine au tribunal. Mais c'est 3 jours ou 4 jours au moins qu'ils ne travaillent pas pour payer leur loyer, pour contribuer, en fait, au salaire de ceux qui travaillent pour eux. Donc, c'est même honteux, en fait, que ce débat, c'est-à-dire indépendamment de l'aspect juridique,
même de l'aspect moral, c'est vraiment honteux en fait que ce débat ait lieu. Il n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de nous entendre en fait à l'étranger que des avocats ont dû plier mains et bagages parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il n'est pas possible que les demandes de financement qui ont été faites par l'État et les financements qu'ils ont effectivement obtenus des bailleurs de fonds pour que cette procédure en fait donc soit enfin ouverte et que les débats soient menés, que l'État ne soit pas en mesure d'avoir évalué, d'avoir tenu compte des frais des avocats. Peu importe ce que ces gens-là ont pu avoir pendant qu'ils gouvernaient, cette procédure en fait est d'une telle importance et d'une telle lourdeur qu'ils ne seront jamais en mesure de pouvoir payer leurs avocats. Et que ce soit ceux qui sont actuellement accusés devant le tribunal criminel ou les petits malfrats qui sont, ou tout le monde, toute personne qui est en conflit avec la loi devant les juridictions de juridictions correctionnelles, ceux qui n'ont pas les moyens, l'État a l'obligation de leur permettre d'avoir un avocat aux frais du contribuable. Oui, chose que le ministre n'a pas nié, il a bien reconnu cela. Mais vous avez certes dit que 8 mois, quels que soient les moyens qu'ils peuvent avoir, ces accusés aujourd'hui ne peuvent pas supporter. Mais qu'en est-il du début de leur contrat, de leur convention entre avocats et accusés? Alors, vous devez savoir en fait que la convention d'avocat, la convention initiale d'avocat, ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle. La seule possibilité de pouvoir refuser l'aide juridictionnelle, c'est si on peut établir que la personne qui est défendue a les moyens de se payer un avocat. À ce moment-là, il faut regarder leur déclaration d'impôt et établir effectivement qu'ils n'ont pas les moyens. Ou, à minima, il appartient à l'État d'abord de payer les avocats, de faire en sorte en fait que l'ordre public soit respecté, parce que ce jugement fait partie du maintien, du respect de l'ordre public. Maintenant, si après jugement, l'État découvre en fait donc qu'un des accusés a plus de moyens ou a autant de moyens que nécessaire pour se payer un avocat, l'État peut intenter une action à récursoire, le cas échéant contre ses clients pour qu'il paye. Mais regardez, qui sont ceux qui sont jugés actuellement? Pour la plupart, soit ils sont radiés de l'armée, soit ils sont à la retraite, soit en tout cas ils n'ont plus de ressources en fait. On peut estimer qu'ils ont des maisons. Pour ce qui est de la radiation de l'armée, ça c'est très récent, ça ne peut pas être un élément qui vienne quand même mettre en doute leur possibilité de prendre en charge leurs conseils. Les grandes gueules. Je vais vous dire une chose. Ailleurs, en dehors de la Guinée, en fait, pour une procédure en fait aussi importante, il n'y a aucun avocat qui aurait pris tout son temps sans avoir au minimum 500 millions. Ouais. Mais imaginez en fait, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous avez un cabinet d'avocats, en fait, ne serait-ce que le loyer de votre cabinet, vous payez 5 millions, 6 millions par mois. Vous avez 4, 5, 6 assistants, sans parler en fait de vos coursiers. Vous avez un véhicule pour lequel vous devez payer l'assurance ou à tout le moins le crédit qui vous a permis en fait de l'acheter, toutes ces charges. Et l'État vous mobilise comme si vous étiez des fonctionnaires pendant 8 mois. Ils vont nourrir comment leurs enfants? Je pense que attendez, si je comprends, mais ce ne sont pas des avocats d'office, hein, quand même. Quand vous dites que l'État vous réquisitionne, je ne comprends pas. C'est pas l'État qui les a réquisitionnés, par exemple, pour les avocats de la partie civile. Je veux dire, il y a par exemple certaines personnes qui sont accompagnées par des organisations internationales telles que la FIDH. Est-ce que de ce côté-là, ceux-ci peuvent réclamer la même chose que les autres? Écoutez, pour que l'État soit le plus juste possible, c'est à l'État en fait de se poser la question combien éventuellement les clients ont payé et combien il reste à payer. Moi, en tant qu'avocat, en fait, je facture de deux façons. Soit je facture au forfait, soit je facture à l'heure. Maintenant, imaginez en fait que j'abandonne tout ce que je fais, j'abandonne tous les autres clients en fait que j'ai et que je sois obligé en fait de consacrer mon temps pendant, parce que c'est une procédure qui ne va pas finir en un an. Vous mobilisez des pères de famille en fait qui n'ont pour seule chose à vendre en fait que leur intellect. Pendant 3 jours ou 4 jours en fait par semaine,
À votre avis, est-ce que les tribunaux sont ouverts samedi, dimanche? Donc il en reste jeudi et vendredi pour travailler. Donc jeudi, vendredi et travailler pour la masse de travail qui leur est nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Là où ils travaillent une semaine, ils ne travaillent plus en fait que 2 jours. Vous voulez qu'ils vivent de quoi? Alors, Nous, avocats, vous devez savoir une chose, excusez-moi. Nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous sommes peut-être des auxiliaires de justice, nous participons au service public en fait, de la justice, mais nous sommes nos propres patrons. Donc quand une activité en fait ne nous est plus rentable, ou elle commence même au-delà des 30 ans de plutôt d'être préjudiciable, c'est tout à fait normal en fait qu'ils prennent leur bagage, qu'ils ne sont plus en mesure de défendre la cliente. Alors, Maître Dramé, en cas de retrait total des avocats, dans l'espèce, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle situation à laquelle on peut s'attendre? Eh bien, la justice s'arrête parce que même s'il y a des avocats commis d'office, mais chez les avocats commis d'office, c'est une aide juridictionnelle déguisée. Justement. Vous comprenez? C'est-à-dire pour qu'il soit commis d'office, la contrepartie en fait d'une commission d'office, c'est-à-dire d'une injonction de faire d'aller défendre en salaire, il y a la contrepartie d'aller défendre. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne ce procès. Il n'y a aucun commis d'office qui n'est pas fait. Le commis d'office et l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la différence est simple. Dans le commis d'office, c'est le juge qui dit vous êtes tenu de défendre tel pour tel montant. Dans la première hypothèse, c'est l'avocat qui accepte de défendre moyennant des honoraires qui sont payés soit en totalité, soit en partie, en fait, donc par l'État. Donc, même ailleurs, que ce soit en France ou au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle partielle ou l'aide juridictionnelle totale. La difficulté en Guinée, c'est que dans la mesure où il n'y a pas de déclaration d'impôt, donc on ne peut pas savoir ce que la personne a pu gagner dans l'année pour savoir effectivement combien on peut lui apporter en aide juridictionnelle et sur combien de pourcents. Moi, je me dis, si les avocats ferment portes et fenêtres aujourd'hui, même les commis d'office, en fait, peuvent dire qu'ils n'interviennent pas. Mais pourquoi payer un avocat commis d'office ce que vous auriez payé à l'avocat qui bénéficie de l'aide juridictionnelle? Parce que c'est le même régime. Seule différence, en fait, c'est les conditions dans lesquelles l'avocat intervient. Soit l'aide juridictionnelle, c'est un avocat désigné par l'accusé, soit c'est un commis d'office, soit c'est le juge qui désigne un avocat pour défendre un client. Mais vous m'appelez ici, vous me dites que je suis commis d'office pour défendre X client, je vous dis, bon voilà, si vous voulez me payer tel montant, je vais bien intervenir, sinon je me déporte. Sur les 400 et combien d'avocats, quel avocat va accepter d'aller défendre ce dossier-là et se nourrir en fait de l'eau fraîche et de vent? C'est pas possible. Voilà, Maître Dramé, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Maître Dramé, donc il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. L'émission continue sur Espace TV. Être du côté de l'opinion en vogue. Attention, l'ennemi de la vérité n'est pas toujours le mensonge, non. Mais ces grandes opinions qui veulent s'imposer à tout le monde. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Ces opinions que les autres n'ont pas le courage d'affronter. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée, 99.1 à Conakry, Bambou FM relaie cette émission du côté de Farana. Mon cher Mohamed, on a écouté un Maître Dramé qui essaye d'expliquer, pédagogique on va dire, parce que moi je ne comprenais pas du tout, je pensais que c'était des avocats commis d'office, mais tel n'est pas le cas. Voilà. Non, c'est bien les avocats désignés par les accusés. Non, les accusés eux-mêmes. Okay. On appelle ça constitution. Okay. Ils les ont constitués. Et l'article 12 qu'on a lu dit clairement avocats constitués ou justement la deuxième partie dont vous parlez, commis d'office. Voilà, donc c'est les deux catégories. Okay. Mais les avocats constitués viennent dans le procès. Et avec tout ce qui se dégage, ils réalisent quand même que leurs clients ne peuvent pas les payer pour toute la tâche à abattre. Aujourd'hui, ils sont à 3 voire 4 jours, certaines semaines, complètement devant un seul tribunal. Vous imaginez qu'un avocat, Maître Alpha Yahya Dramé, avec lequel vous parlez, en ce moment au TPI, est dans un des TPI en ce moment. Et Dieu seul sait, dans la même journée, il ira devant combien de juridictions, dans combien d'affaires. Parfois, devant la même juridiction, vous avez 2-3 affaires. Donc, vous arrivez, vous devez rester. Parfois, vous avez une affaire à la Cour suprême, une autre affaire au tribunal du travail, ainsi de suite. Donc, ils doivent abandonner ces criels de dossiers, parfois à des assistants ou à des associés, à des avocats associés, pour se consacrer uniquement à cette affaire. Ça fait
un manque à gagner pour les cabinets. Parce que les cabinets aussi, il faut faire vivre. Il y a des gens à payer, il y a tout un tas de charges. Donc, les gens disent, nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Il faut que l'État paye le manque à gagner. Un, parce que la loi nous le permet. Ouais. Deux, parce que, et ça, je l'ai posé au ministre, il n'a pas voulu y répondre, c'est même une tradition judiciaire en Guinée. J'ai rappelé quelques cas de procès. L'État a dégagé énormément de moyens pour ces procès-là, justement, en aide juridictionnelle, pour permettre au cabinet d'avocats de se consacrer à ces cas. Tu te rappelles quand même le procès Fleuve des 2 et 3 février. Ça a duré combien de temps? Ouais. Là encore, les avocats y étaient pleinement engagés. Les avocats, ils vont vous dire, c'est un pareil cas, simplement où l'État, s'il ne les constitue pas, mais l'État peut quand même leur tendre la main. Alors, finalement, il y a un manque à gagner. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque leurs clients ne peuvent pas. Je rappelle que parmi ces clients, il y en a qui sont de très nombreuses années. Donc, ils n'ont plus d'activité, qui ont eu les comptes gelés, ainsi de suite. Et comme l'a dit Maître Dramé, en Guinée, c'est difficile de savoir, parfois, qui a combien sur son compte. Ça, c'est l'autre difficulté, parce que les gens ne payent pas d'impôts. Il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de déclaration d'impôts. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas savoir exactement c'est quoi leur revenu. Si le monsieur, vous pouvez le voir en beau boubou bazin, vous le savez, pour le cas de certains prisonniers, c'est même des privés ou des admirateurs qui leur envoient des vêtements, il y a tout ça. Donc, il ne faut pas que cela trompe. Il ne faut pas que cela vous trompe, cette apparence-là. Donc, en pareil cas, s'il ne peut pas payer son avocat, l'avocat, il est obligé, si vous observez, si vous regardez ces procès-là, toute la journée, vous remarquerez parfois des avocats de la défense absentes et qui se relaient. Parfois, on appelle un, vous voyez, il est absent vers 14h, vous voyez, ou après la pause, vous voyez, deux avocats qui reviennent parce qu'ils sont obligés de se démultiplier de cette façon-là. Parallèlement, évidemment, je comprends très bien. Pour pouvoir continuer au moins à alimenter leur cabinet, au moins. Les procès coûtent extrêmement cher, et aux avocats et aux partis. Ça porte préjudice aux accusés, bien évidemment. Mais bien sûr. Qui sont moins nantis. Leurs avocats n'ont pratiquement pas le temps de se concentrer sur la procédure. La plupart des cas, je te donne ma main à couper, la plupart des cas que tu découvres à la maison d'arrêt, dans les maisons d'arrêt ou à la maison centrale, où on te dit que quelqu'un est resté 7 ans, 8 ans, 10 ans sans jugement, qu'on n'a même pas retrouvé son dossier, vérifié, la plupart des cas, c'est des avocats commis d'office. Le monsieur, il ne se sent pas spécialement responsable. Une obligation vis-à-vis de justement, il ne se sent pas responsable. Partout dans le monde, on évite ça. C'est à contre-cœur. C'est quand vous ne pouvez absolument rien que vous en venez à une telle solution. Mais la question posée, c'est une question de bon sens. Le ministre soulève cette hypothèse. Si les avocats ne reviennent pas, on pourrait éventuellement le réclamer. Ok, mais ces avocats commis d'office, il y a toujours des frais à payer. Mais au lieu de leur payer ces honoraires-là, pourquoi vous ne payez pas ça directement à leurs avocats? Surtout que c'est quelque chose qui a été dit, même si c'est pas sur le papier, mais quelque part aussi, la loi aussi les autorise. Mais s'il dit non, il va falloir quand même que le ministre prouve que les personnes en question ne sont pas des démunis. Maintenant, puisque lui-même a ouvert une boîte de Pandore, ce qu'il faut craindre les jours à venir, c'est que tous ces gars-là, qui se sentent abandonnés, peuvent être amenés aujourd'hui, justement, à écrire officiellement au président Tounkara pour lui dire je n'ai pas d'avocat et je n'ai pas les moyens. C'est quoi les moyens dont il dispose pour vérifier si ces gens ont des moyens? Parce qu'ils vont quand même pas leur dire oui, tu as une maison ci et là, tu vas vendre quand même ta concession familiale pour te payer un avocat. Donc, je crois que c'est une crise qui relève de ce que les anglophones appellent du non-sens. Sincèrement, ça relève de cela. Je ne vois pas pourquoi une telle crise pourrait naître. L'argent dont on parle, le premier discours, à mon avis, est audible. Le ministre dit, on ne l'avait peut-être pas prévu sous cette forme. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être, on ne l'a pas fait. Bien. Maintenant, puisque, ne l'oubliez pas, c'est quand même depuis octobre-novembre que ça se dit. Oui, bien. Ils ont eu le temps de répercuter ça dans la loi des finances. C'est l'État qui a activé ce procès. L'État devait prendre la responsabilité de budgétiser. Mais la question a été posée. Rappelez-vous que les avocats même de Dadis et d'autres personnes avaient dit on n'est pas prêt. Ce procès, on n'est pas prêt. Le ministre a été le seul à dire ça se tiendra. Bien. Mais tous les paramètres, on se rend compte, n'étaient pas maîtrisés. Quand vous appuyez, justement, c'est moi j'ai suivi sa rencontre avec les partenaires. On était à l'intérieur, je crois qu'on était à Gekedou. J'ai entendu le langage
C'était quand même un langage de vérité qu'il a tenu devant les médias. Oui, les partenaires sont engagés, ils n'ont rien décaissé. Justement, c'était des aléas à prévoir, justement. Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus pour payer des avocats. Bien. Et après, quand ça se passe, vous passez par la méthode forte. Je pense que le garde des Sceaux peut bien s'entendre avec eux. Mais le langage doit être beaucoup plus lisse que ça. Il doit être bien plus lisse que ça. Il doit être diplomatique, les amener à revenir. Et puis que lui, il s'engage avec la primature et la présidence à trouver une solution. Franchement, ce qui est demandé, c'est de l'ordre de quoi? 6 milliards, quelque chose comme ça. Si à cause de ça, ce procès aujourd'hui, je vous assure, il est plus suivi que tous les matchs du CELI national. Évidemment. Si aujourd'hui, les Ivoiriens nous regardent, les Sénégalais nous regardent, la CPI nous regarde, le monde nous regarde, les gens se rendent compte que les avocats guinéens ont boudé parce que simplement l'État n'est pas fichu capable de respecter sa parole donnée, ça devient quand même un problème pour nous. Oui, tu l'as dit, tu l'as rappelé d'ailleurs. Et puis l'autre décret d'ailleurs, parce qu'on parle de CRIEF. Et puis Lamine, je vais terminer dessus. Tu me permets, Roby, je lui ai posé la question. Il a préféré s'emporter que de répondre. Mais il s'appuie sur quel texte pour donner des primes exceptionnelles aux magistrats et aux greffiers, qui pourtant sont tous partis dans ce procès. Bien. Les greffiers ont reçu des primes exceptionnelles. Les magistrats, pareil. Il y en a même qui sont logés dans un hôtel 4 étoiles et 5 étoiles. Bien. Aux frais du contribuable guinéen. Ils sont protégés par des gardes. Au même moment, les avocats demandent simplement que leur honoraire soit pris en charge. Bien. Et là, on nous soulève tout ce Bataclan. On ne comprend pas. Mohamed Mara. Le résumé, il faut le dire, c'est le sprint de départ qui n'a pas été bon. Parce que là, on est allé à ce procès avec un défi. On va organiser ce procès parce que pendant plusieurs années, on n'a pas pu et nous, on va le faire. Mais est-ce qu'on avait les prédispositions? D'abord, il l'a dit, Roby, financières, matérielles. Il fallait y penser. Voilà, peut-être que c'est pour cela le défi de voir un petit peu les institutions internationales. Non, il y a des promesses. Il y a des promesses des institutions internationales, mais des promesses qui tardent encore à venir. Parce que la dernière fois, il a fait le point, le ministre Charles Wright, il a fait le point de la disponibilité aujourd'hui budgétaire de ce procès. Même la couverture médiatique et tout ça, j'attends tellement de choses et tout ce qu'il y a autour parce que partout il y a de l'argent, il y a les chalorognas. C'est vrai. Mais la sécurité, le ministère de la Justice dit qu'il assure la sécurité. On sait que la plus grande partie de cette sécurité est assurée par qui? Par le commandement de la gendarmerie. Ouais. Évidemment. Tu sais quand même qu'il y a ce scandale aussi, tu en as eu 20. Il y a eu ce problème aussi entre justement le comité de pilotage et la gendarmerie nationale dit c'est faux. Ils n'ont pas de budget pour cette sécurité-là. Ceux qui peuvent prendre en charge, c'est qui? Ce sont les gardes pénitentiaires. Bien. Mais les autres, les gendarmes que vous voyez, c'est pas vrai. Ils sont pris en charge dans notre budget. Bien. Allez, l'autre pan aussi, peut-être, mon cher. Avant d'aller à ton pan, puisque tu tiens, ce que je voudrais dire, moi, c'est quand même un procès qui a été activé par l'État dans une période où nous étions dans une grande incertitude en Guinée. Ça a été apprécié au niveau international. Et donc, c'est toujours apprécié. Je vois les étrangers ailleurs et tout ça, on dit, mais vous donnez un exemple au moins. Ouais, mais c'est bisbilles, ces petites bisbilles, ces petits problèmes de monnaie, etc. Je pense que ça va s'arranger. Écorcher l'image de ce procès. Et c'est pas bien. Moi, je pense que l'image du pays à 6 milliards de francs guinéens, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Hein. Je comprends très bien. Voilà, je disais l'autre point aussi, c'est la CRIEF. Parce qu'il parlait évidemment de deux, comment il a dit ça? Juridiction, c'est bien cela, hein, voilà. De deux niveaux, voilà. Deux niveaux de juridiction. Un procureur spécial et un procureur général. Qu'est-ce qui va changer finalement à la fin du compte, Daouda Mohamed Camara? Non, ce qui va changer peut-être à la fin du compte, de ce que je lis entre les lignes, c'est que Ali Touré, aujourd'hui le tout-puissant procureur spécial. Non, c'est une lecture que je fais. Évidemment, je n'ai pas le tout-puissant procureur spécial. Il est puissant. Ça, il faut le dire. Hein. Oui, c'est un procureur. Le tout-puissant, aux yeux de, je le dis pas que moi je le dis, que c'est mon battement de cœur, mais aux yeux. C'est pourtant ton cœur qui bat quand tu dis ça. Non. Aux yeux de beaucoup, c'est le tout-puissant procureur spécial. On continue. Et c'est pourquoi j'ai posé même la question, est-ce qu'il ne constitue pas aujourd'hui un caillou dans les bottes de Charles Wright? Il a dit parce non. Oui. Avec souplesse d'ailleurs. Eh ben voilà. Okay, non. On s'est lié également entre les lignes. Alors il t'a répondu. Non, pas du tout. Et c'était consécutif, il faut le dire, c'était consécutif au développement qu'il a donné aujourd'hui sur sa volonté d'aller avec
une cour à 2 niveaux. Ouais. Donc Charles Wright aux yeux de beaucoup, Ali Touré aux yeux de beaucoup, aujourd'hui un procureur de la terre et du ciel. Donc il faut aujourd'hui lui enlever certaines prérogatives, je vais dire certaines forces. Il faut aujourd'hui le ramener à ce qu'il soit sous le contrôle total du ministre et qu'il ne soit pas celui qui prenne les décisions à la CRIEF et que cela soit à ces niveaux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller... Il a dit aussi, c'est des réformes qui nécessitent aussi l'implication des magistrats. Oui. C'est important. Non, mais voilà, c'est pas le ministre tout puissant qui va prendre des décisions. Oui, c'est vrai, Lamine, on sait quand même ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Oui, c'est vrai, on sait ce qui se passe. On peut parler des magistrats, on peut parler des greffiers, on peut parler des avocats qui vont se retrouver. Mais après tout, il y a une volonté de quelqu'un qui est quelque part. Cette volonté, comment aujourd'hui aller à sa satisfaction? Mort de cus, tu te dis, il y a un souci. Il y a un souci à Ali Touré. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette réforme dont on parle. Ça n'a pas commencé. Non, Lamine, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plusieurs mois que le ministre Charles Wright tient à cette question. Ok. Donc, tient à cette question. Il veut la peau de Ali. Pas qu'il veuille de la peau de Ali. Non mais Lamine, mais pas trop au but, mon cher ami. Je vais trop au but là. Non, je vais trop au but. Pas qu'il veuille. Je comprends pas. Non, je caresse pas moi. Je caresse pas. Est-ce qu'il y a un problème entre Ali Touré et Charles Wright? Il a dit qu'Ali fait bien son travail. Je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit. Meilleurs amis pour aller où? Oui. Meilleurs amis pour aller où? Meilleurs amis aussi. Non, laisse tomber. Meilleurs amis, non, je ne crois pas. Non, sincèrement. L'amitié est ce qu'elle est. L'amitié est ce qu'elle est. Mais les volontés professionnelles peuvent être autres. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez dormir dans le même lit, mais vous n'avez pas les mêmes volontés professionnelles. Voilà. Tu as dû suivre sur la question du flagrant délit. Et c'est relever cela. Et c'est une question qui revient. Aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que chacun aujourd'hui a son homme qui est placé en détention à la maison centrale. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sauver ces hommes? C'est clair quand même. C'est bien clair. C'est bien clair pourtant. Peut-être qu'il faut que je te gifle pour que tu puisses comprendre. Il y a un problème entre Daouda. Quand il s'agit des GG, la hack n'a pas la main lourde. La hack a une main de plomb pour gifler. Comprends Daouda. Lamine. Il est terrible ce garçon là. Lamine, chacun. Tu sais jouer sur les nerfs, sincèrement. Chacun a son homme aujourd'hui à la maison centrale. C'est vrai. Il y en a qui reçoivent, mais tu as ton frère là. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il sorte de là? Tu as ton parent là. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il sorte là? Il y a de la pression, Lamine. Il y a de la pression. Il faut que chacun, même dans les simples mots, qu'on dise il m'a pas oublié pourtant. Comment aller? C'est la question. Daouda Mohamed Kamara, vous êtes chez les grandes gueules. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, Maître Yomba est injoignable, mesdames et messieurs. Voilà, normalement, il est censé en tout cas d'intervenir. Si il est quelque part, vous pouvez le signaler, comme quoi on essaie de le joindre. C'est très important parce qu'on n'arrive pas du tout à l'avoir. Roby, tu étais sur un dossier ce matin avec cette dame. Oui, mais si tu permets, Roby, avant que tu ne partes sur la DGA qui a été débarquée, moi j'aimerais bien, moi j'ai de l'espoir par rapport au procès des massacres du 28 septembre. Je me dis que c'est vrai que cela est arrivé, mais avec les explications du ministre, on a l'impression que les choses peuvent se régler. Même si les lignes peuvent bouger. Oui, les lignes peuvent bouger. Il a dit que les portes ne sont pas fermées. Moi, à la place des avocats, je fonce dessus. Je viens vers le ministre, on trouve la solution qui sied. Parce que Lamine, les yeux du monde sont braqués sur la Guinée par rapport à ce procès. Voyez comment les humoristes
ivoiriens, des humoristes à l'international relaient ce procès. Vous avez l'impression que c'est des gens qui sont ici. Exact. À part ça, vous avez beaucoup d'autres personnes, des intellectuels. En fait, c'est une école aujourd'hui que la Guinée a ouverte. Il ne faudrait pas qu'on envoie de mauvais signaux à l'international. On a intérêt à ce que les choses se passent bien. On a intérêt à ce que ces avocats reviennent. Parce que ce n'est pas que les avocats commis à la défense des accusés seulement qui se sont retirés. Hein. Les autres, les avocats des parties civiles ont aussi les mêmes appréhensions par rapport à la gestion sur place, par rapport au matériel, par exemple l'accès aux toilettes et tout. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Mais moi, je pense que ça peut se régler. Parce que le ministre il n'est pas fermé, comme il l'a dit, à certaines questions. Et c'est important qu'on mette la Guinée en avant. Il faut mettre la Guinée en avant. Le plus important aujourd'hui, c'est que ce procès se tienne. On l'a dit, hein, ce procès, personne ne pouvait imaginer qu'il allait s'ouvrir. Mais finalement, on a réussi à le faire. Et ça, c'est capital. Ça, c'est important pour l'image de la Guinée. Donc, c'est important qu'on trouve une solution, que cette aide juridictionnelle, surtout que la demande a été faite aux institutions. Je suis sûr qu'il y aura des retombées et que les choses pourront se régler pour que la procédure puisse continuer son cours normal. Moi, je crois que ça va se régler. Le seul problème de monsieur le ministre, c'est que nous avons affaire à un ministre de la Justice qui aime quand même un peu trop la véhémence. Il veut bien qu'on vienne se prosterner, venir demander de manière douce. Sinon, c'est inscrit dans la loi. Lui-même, il a dit. Il dit que ça ne doit pas être une exigence. C'est-à-dire que les avocats... On a posé la question si c'est une obligation. Ouais, mais enfin, c'est une obligation puisque c'est dans le droit. C'est dans le droit, c'est écrit, c'est dans les textes. C'est dans. Oui, la loi dit que c'est possible de le faire. Il dit qu'on fait mauvaise lecture. Voilà. Attention. Attention, Roby. Non, il n'y a pas d'attention, tu vas pas me prendre. Comment ça, pas d'attention? Non, tu vas pas me prendre par l'épaule des fesses. Dire qu'on peut le faire. Les grandes gueules. On doit le faire. Justement. C'est différent. On peut le faire, on doit le faire. C'est possible de le faire. Madame Yoro, c'est dans les textes de loi. C'est possible de le faire, oui. Donc il faut le faire. Mais la loi le dit, donc il faut le faire, ça devient une obligation pour l'État de le faire si les conditions pour le faire. Mais il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas de fermeture. La volonté. Le seul problème, non, le seul. En 98, est-ce que M. Alpha Condé était indémuni? Il n'était pas démuni. Et les procès de 2 et 3 février, pas des démunis. Colonels, généraux et tout, c'était des démunis? Non. Alors, arrêtez un peu de jeu. Je pense que entre le ministère et les avocats, vous savez, les avocats et les juges et autres, là, ils aiment bien jouer au jeu de Tom et Jerry. Chacun lit à la diagonale, les autres lisent à la verticale. Vous allez voir, ils vont se retrouver, ils vont se comprendre. Exactement. Et c'est le plus important pour la Guinée. Ça va finir par un croisement, ils vont s'entendre. Le ministre de la Justice aurait aimé que la lettre soit teintée d'une lettre de courtoisie. Vous avez vu la forme courtoise, il faut venir demander, Monsieur Charles, écoutez, il faut que vous nous donnez ça. Il aime bien ça, lui, il aime bien. Il faut le caresser dans le sens du poil, les avocats, vous aurez votre pognon, hein. Sacré Roby, c'est que tu vas te noyer d'ici la fin de l'émission, évidemment. Allez, on reviendra à 11h, mesdames et messieurs, dans la troisième partie de l'émission, carrément avec vous. On parlera d'autres sujets qui vous intéressent, c'est toujours avec Roby le fou.